Bonsoir. Il est écrit ici dans la préface d'un livre qui a été écrit par Daniel Kemp alors qu'il avait 18 ans, un roman initiatique intitulé « Il n'y a pas d'autre terre, il n'y a pas d'autres hommes ». Il est écrit ici que, et c'est toujours d'actualité, l'homme s'épuise à gagner sa vie. Il n'a plus le temps de la vivre, ne la supporte qu'à la condition de l'oublier, et il tremble de la perdre. Il ne sait plus à quelques mois près s'il sera civil ou militaire, riche ou ruiné, gavé ou famélique, à l'abri sous un toit ou tapi dans une caverne, en chair et en os ou en cendres radioactives. Mais l'on précise que c'est au bout de la nuit, quand les étoiles s'éteignent une à une, au moment où le sommeil est le plus profond, que les sonneurs, les veilleurs se mettent en marche parce qu'ils ont pour devoir, pour privilège, de veiller quand les autres dorment, pour leur annoncer que le jour vient. Alors, ça se termine comme ça. Le jour vient. Ce jour-là, c'est l'aube de l'intelligence. Ce sont les sources mêmes de l'aurore de ce nouvel âge, qui annonce donc l'aube de l'intelligence de l'homme et qui est aussi les prémices au crépuscule des dieux. On accueille maintenant celui qui est l'auteur de ce livre, Daniel Kemp. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Ce livre-là qui a été écrit il y a plusieurs années, refait surface, nouvelle édition. Oui, une vague de fond. Oui. Comment se fait-il qu'on le retrouve aujourd'hui sur les tablettes du Centre de l'Universalité? Disons que c'est un roman initiatique qui allie le vécu à la fiction et qui explique d'une façon très digestible les mécanismes de la race bleue, donc de l'homme nouveau, dans un cadre fictif. Mais ce cadre permet l'expression, disons, de connaissances voilées ou paraboliques, permettant l'instruction à des enfants ou à des adultes qui aiment lire des poèmes de 100 quelques pages. Ça permet de passer un message assez dur, mais d'une façon extrêmement douce. Alors, c'est l'histoire d'un enfant de 9 ans qui tient à s'échapper d'une île dans plusieurs années d'ici, alors que la race humaine s'est enterrée sous les cadavres de ceux qui se sont battus. Et sur certaines îles où on a plusieurs survivants, la majorité des habitants se croient les seuls survivants de la dernière fin du monde. Et on a de temps en temps une personne qui essaie de fuir l'île de l'histoire, la Terre Rouge, pour connaître le monde, pour voir s'il y a d'autres terres, s'il y a d'autres hommes. Et chaque fois que l'un de ceux de la Terre Rouge part, il ne revient jamais. Ou lorsqu'il revient, les quelques rares qui reviennent, quelques années après, ont toujours un seul mot à la bouche, il n'y a pas d'autre terre, il n'y a pas d'autres hommes. Mais ces personnages qui reviennent sont totalement différents. Alors c'est l'histoire donc d'un jeune qui tient à s'échapper d'un monde collectif où on enseigne de par la tradition même qu'il n'y a rien d'autre. Et on découvre lorsque une personne quitte l'île, malgré tout, contre tous, que tous ceux qui sont partis viennent l'aider. Et qu'il y a un cheminement hautement initiatique qui attend celui qui part. Et à la fin, Samuel revient aussi sur sa terre. Et lui aussi dit qu'il n'y a aucune autre terre, aucun autre homme, de façon à ce que le secret reste gardé. Et c'est un cheminement donc qui est initiatique et à travers le livre, plusieurs choses, dont la descente aux enfers, dont plusieurs mécanismes amusants de la façon dont c'est compté, expliquent les périples de la vie évolutive de l'homme, dans un cadre évidemment fictif. Alors c'est un peu comme un roman d'anticipation. C'est un roman d'anticipation et c'est sans doute le seul roman d'anticipation sur la planète qui contient des photos. C'est vrai, il faut le faire. Oui. Parce qu'il y a des photos à l'intérieur du roman, parce que je dis bien que c'est un alliage de choses vécues
transposé dans un cadre fictif. C'est assez intéressant. Dans quel esprit ou dans quelle conscience étais-tu quand tu as écrit ce livre-là? Dans la conscience, disons, d'un être transitif. Évidemment, j'étais jeune. L'idée de ce livre, je l'avais depuis déjà belle lurette, depuis longtemps. Et lorsque je l'ai écrit, ça a été assez simple. J'écrivais quelque chose. De toute façon, j'ai commencé par écrire la première page et la fin du livre, la dernière page. Et il me restait qu'à remplir. Alors, lorsque j'avais rien à faire, je dormais, et dormant, je rêvais, et rêvant, je bâtissais l'histoire. Ça se faisait tout seul. C'est tout un scénario qui a défilé comme ça dans ta tête et que tu as C'est couché sur ça le que papier. j'ai quand même critiqué. Alors, je l'ai adapté à ce que je voulais faire, mais tout au long de l'écriture de ce livre, j'ai été agréablement surpris de voir que certaines choses qui ne devaient pas arriver arrivaient. Et c'était intelligent, ça arrive. Alors, je les écrivais. À un moment donné, Samuel, qui a 9 ans, meurt. Il se ramasse dans un autre monde où on lui explique que la mort dans ce monde-là n'est plus nécessaire. Et on lui explique donc un peu pourquoi. Il rencontre différentes choses, mais ce sont des pièges par lesquels il va passer pour arriver à la Terre Blanche, qui sera le Québec ésotérique. Donc, dans ce livre ici, c'est la Terre Blanche. D'ailleurs, Samuel revient aussi au Québec, dans le passé. Mais, d'ailleurs, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a un moment donné où on a de l'ésotérisme québécois, où ça explique très bien quel est le rôle du Québec dans l'évolution de l'humanité, mais cette partie a été perdue par l'éditeur. Alors Samuel revient sur le Mont-Royal, il vit certaines choses, une partie très dévoilée est disparue, et Samuel revit pour repartir. Il reste suffisamment de documentation dans le livre pour voir des choses. Mais c'est des choses qui doivent arriver lorsque une connaissance est dévoilée dans un cadre non écologique. Dernièrement, au Pérou, on a pris des photos disons, de descendants de la race atlantéenne. Et ces photos, ce sont des êtres humains. Je peux en parler parce que de toute façon, ça ne peut pas créer le même choc que si on montre une photo. Et ces photos n'existent plus parce qu'elles ont été détruites lorsqu'on a rembobiné le film ici au Québec. Le film s'est cassé dans l'appareil. Et lorsque l'appareil a été ouvert, c'était justement sur les photos qu'on voulait garder. Alors tout le film est bon au complet, sauf la partie prise à Iquitos, où on a des personnes noires, brunes, foncées, de type Inca, qui ont des enfants noirs, même chose, de type Inca, donc qui vivent dans des taudis à Belen. Et parmi leurs enfants, on a un Européen qui est blanc, aux yeux bleus, les cheveux blonds lisses, avec le visage tout à fait de la race aryenne, qui est la descendante immédiate de la race atlantéenne, la dernière. Alors, à travers ce peuple presque noir, on a un blanc tout à fait des nôtres, si on peut dire. Pour prendre les photos, on ne peut pas, parce que là, c'est une honte nationale d'avoir un blanc de ce genre à travers une race inca fière. Alors, le photographe, disons, de ce voyage, l'expédition qui a pris la photo, a été obligé d'ajuster son focus, et lorsque tout le monde regardait ailleurs, alors il a pris la photo de l'enfant, sans pouvoir l'enligner, parce que la mère plaçait tout ce qu'elle avait à vendre devant. Et hélas, la photo est manquée. Chaque fois, donc dans ce livre, c'est un peu la même chose, c'est que quand on dévoile des choses d'une façon trop forte et quand ça s'en va au grand public, dans les conférences ici, on peut dévoiler des choses d'un niveau beaucoup plus haut parce que les personnes ont le choix de venir ou de ne pas venir. Bon, mais qu'est-ce que c'est qui crée ces interférences ou ce filtrage-là en dehors de ta volonté personnelle, comme dans le livre, comme dans les photos, par exemple? Bon, d'ailleurs, c'est fréquent un peu partout. Et disons que quand une personne n'est pas suffisamment intelligente pour voir que ce qu'elle essaie de communiquer ne peut pas être communiqué sous la forme qu'elle l'essaie, elle peut aller jusqu'à se faire tuer. Parce qu'il y aura toujours une personne avec un esprit faible, une psychologie faible, pas un esprit faible, l'esprit toujours fort, mais disons avec une psychologie faible qui pourra être suffisamment manipulable de façon à ce qu'un jour elle vienne se planter devant quelqu'un, même si elle adore cette personne pour la tuer. Alors on a vu ça avec Kennedy, on a vu ça avec Gandhi, on a vu ça avec Luther King, on a vu ça avec d'autres personnages aussi, où on a des personnes apparemment folles qui vont assassiner. Dernièrement, on a eu un chanteur aussi américain qui s'est fait assassiner. Alors, on doit comprendre l'intelligence de l'écologie dans l'information, l'écologie psychologique. Les mécanismes qui empêchent cela, ce sont les mêmes mécanismes qui filtrent le contact entre l'homme et la nouvelle conscience, entre l'homme et l'énergie supramentale.
Alors, on a donc ce que nous appelons ésotériquement un ajusteur de pensée, comme on a un ajusteur psychologique qui est l'intellect. Oui, il est un peu comme un régulateur des événements dans le temps. Exactement. On a l'ajusteur de pensée individuel, on a un ajusteur de pensée collectif et on a un ajusteur de pensée, disons, planétaire. Qui, je pense, ces mêmes terminologies parce que ça explique un peu ce que c'est. Ça ajuste les mécanismes d'intelligence à l'homme, chez l'homme. Lorsqu'un fou reçoit la connaissance totale de comment il peut faire un vol de banque ou comment il peut devenir premier ministre, cela doit être ajusté. Une personne qui est dangereuse ne peut pas recevoir ce genre de connaissances, sauf si, à son insu, on l'envoie accomplir quelque chose. Ce qui est arrivé pour Adolf Hitler, qui est arrivé aussi pour d'autres grands personnages que l'humanité maudit d'une juste façon, mais aussi parce qu'elle ne comprend pas non plus les périples de la vie de ces personnages. Alors, il y a donc des ajustements qui sont faits. Par exemple, je parle de moi pour l'instant parce que ce sont des expériences que j'ai vécues, mais je sais que ça se vit régulièrement lorsqu'une personne veut faire quelque chose. Lors d'une émission de radio, d'ailleurs c'est arrivé 2 fois, une fois sur les ondes de CKVL, une fois sur les ondes d'un poste à Laval, où on commence à s'en aller dans quelque chose de drôlement intéressant, de vachement intéressant et de dangereux. Et à Laval, on s'est, à un moment donné, un auditeur qui appelle pour nous dire que ça fait déjà 2 heures qu'on ne reçoit plus. Alors, il y avait une panne de courant dans le secteur où la radio diffusait, mais nous, vu qu'on l'animateur aimait travailler dans la noirceur totale, on ne s'en était pas rendu compte. Alors, on continuait à jaser, tout allait bien, mais on ne diffusait plus. Et c'est arrivé aussi, à un moment donné, sur les ondes de ce KVL, où on a eu une perte de diffusion. L'électricité fonctionnait, mais ça n'émettait plus. Alors, ça s'est réparé, et on a évidemment, le temps qu'on s'amuse de ça, le sujet, on a changé de sujet. Ça ajuste. Je pourrais élaborer longtemps ce soir, mais j'aimerais revenir sur les mécanismes de la réflexion parce que c'est quelque chose que j'ai promis dans beaucoup de conférences que j'étais un jour pour en parler. J'ai préparé du matériel didactique au cas où tu ne comprendrais pas. Les mécanismes de la réflexion, pour l'aborder, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la réflexion? On a préparé un peu les terrains lors d'une conférence antérieure où j'ai défini un peu de quelle façon l'énergie, lorsqu'elle descend dans le plan de l'homme, arrivait à se refléter dans le temps et dans l'espace pour créer la matière. Suite à cela, elle se reflétait dans la matière pour créer l'énergie vitale, donc la vie, constituer la forme de la matière. Elle se reflétait dans l'énergie vitale par degrés successifs de façon à animer cette énergie, donc elle anime la matière. On tombe donc dans le règne végétal, après être passé par le règne minéral, et avant le règne potentiel, donc la probabilité d'expression. Elle peut aussi, disons, animer d'une façon complète la forme, donc elle crée le règne animal ou le règne nominal, l'homme. Se reflétant dans l'énergie vitale hautement évoluée, elle crée la mémoire psychologique, donc, elle crée ce que nous appelons le plan astral, elle crée la psychologie, et dans cette psychologie va être définis les désirs et l'émotion de l'homme. Se réfléchissant sur l'astral, elle va créer le domaine mental où l'homme est capable de coordonner d'une façon intelligente son plan mémoriel, donc où l'homme est capable d'être apparemment intelligent, c'est-à-dire qu'il peut devenir efficace, fonctionnel, mais à partir de ce qu'il a expérimenté seulement. Se reflétant dans l'énergie mentale de l'homme, cela devient l'énergie supramentale, celle qui crée la nouvelle conscience présentement, où l'homme a accès à une intelligence véritable, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'expérimenter un mécanisme pour pouvoir le connaître. Donc, il atteint un savoir instantané, et se reflétant dans cette énergie supramentale, on crée un autre niveau, qui ésotériquement porte le nom de niveau bouddhique, mais qui n'a rien à voir comme tel avec l'être Bouddha, le Gautama, mais qui regarde un peu l'état dans lequel lui il a vécu un peu avant sa mort. Je parle du premier Bouddha, je parle de Siddhartha Gautama, évidemment, je ne parle pas des autres Bouddhas qui ont suivi. Se reflétant dans l'énergie bouddhique, on atteint une autre énergie qui ésotériquement est appelée l'énergie divine, qui n'a rien non plus à voir avec le concept que nous avons de Dieu, mais qui a peut-être à voir avec, disons, l'état pur avant la conceptualisation de ce Dieu, qui est aussi accessible à chaque homme. L'énergie supramentale porte le terme d'énergie christique aussi. Et c'est cette nouvelle conscience, la conscience christique. Conscience christique ne veut pas dire être conscience que le Christ a existé.
Être conscient que ce qui a été exprimé par cet être, chez Yeshua ben Joseph, Jésus, lorsqu'il est devenu le Christ, c'est ce qu'attend chaque être humain. Ces mécanismes de la réflexion, pour qu'ils soient compris de façon suffisamment poussée pour que l'homme arrive à intégrer cette nouvelle conscience, on doit labourer dans un terrain hautement difficile, celui de la création de l'univers. Et par la suite, on peut arriver à comprendre pourquoi qu'une énergie intelligente, pour connaître la matière, doit se faire matière. Il se trouve que dans le mécanisme de la réflexion, la matière connaît la matière. La vie connaît la vie. L'émotivité connaît l'émotion, tandis que la vie ne connaît pas l'émotion et que la matière ne connaît pas l'émotion. L'énergie mentale, entre l'énergie mentale et l'énergie psychologique, on a l'ajusteur psychologique qui est l'intellect. Une forme d'énergie qui se sert des mémoires et de l'expérience extérieure, mais qui transforme la réalité de façon à plaire à l'ego. L'intellect, qui excuse et qui explique les choses à l'ego, de façon à ce que celui-ci ne vive pas une énergie de culpabilité, une énergie de détresse parce qu'on fait sauter des concepts qu'il a chez lui, parce qu'on veut lui faire voir la réalité. L'ajusteur psychologique. Lorsque l'énergie descend chez l'homme, elle est obligée, quelle que soit l'énergie, quelle que soit la divinité de cette énergie, c'est-à-dire quelle que soit la vibration de cette énergie, elle est obligée pour connaître. Et on va expliquer pourquoi l'homme est sur la planète Terre et pourquoi l'énergie doit connaître la matière. Parce que l'homme n'a pas été ou ne s'est pas fait matière pour rien. Et pourquoi, si on parle encore du nazarien, pourquoi a-t-il été obligé, pourquoi disons-nous que Dieu s'est fait homme, Dieu s'est fait matière, de façon à sauver l'homme? J'ai déjà expliqué que dans ce sens, le nazaréen a sauvé l'homme parce qu'il a permis de hausser le taux vibratoire astral de la planète Terre, permettant à l'énergisation du corps mental, ce qui automatiquement attire un ajusteur de pensée, qui met l'homme en contact avec l'énergie supramentale, l'énergie christique ou l'Esprit Saint, toutes des synonymes. Et évidemment, les premiers qui en ont bénéficié, ça a été les personnes qui le côtoyaient, qu'on appelle apôtres ou disciples, qui ont eu ce contact avec l'Esprit Saint, leur permettant de parler des langues qu'ils ne connaissaient pas, leur permettant de répondre à des choses qu'ils n'avaient pas expérimentées, c'est-à-dire leur permettant d'exprimer ce savoir instantané qu'est l'énergie supramentale. Lorsque l'on comprend pourquoi l'énergie doit se faire matière pour connaître la matière et pourquoi l'évolution commence lorsque l'énergie a involué à un point tel qu'elle est devenue matière et après elle recommence son évolution, son retour vers la source première. Ça facilite l'intégration du pourquoi l'homme est sur la Terre, pourquoi je vis. Il est bien évident que lorsque l'ego se demande d'où je viens, qu'est-ce que je fais et où je vais, cette explication que je vais donner ne répond pas tout à fait. Parce que l'ego est une facette minuscule de l'homme réel. Et l'ego s'identifie à l'homme réel. L'ego n'a pas l'importance qu'il se donne, mais l'ego se croit le nombril de l'univers. Il se donne une importance capitale. Il a une importance. Il est le siège sur lequel peut se développer l'énergie mentale, donc l'énergie supramentale, donc le reste. Mais il se croit immortel dans son essence. Il croit que des énergies supérieures vont le sauver, lui, tandis que les énergies supérieures vont façonner sur lui l'homme nouveau. Et à un moment donné, cet ego qui souffre, qui a peur, qui est craintif, qui doit expérimenter pour se sécuriser, va être supramentalisé, c'est-à-dire qu'il va être, disons, divinisé, il va être énergisé, de façon à disparaître. L'homme égoïque doit mourir pour que naisse l'homme nouveau. Cela va de soi, pour celui qui voit. Comment l'univers a-t-il été créé? Alors, cela, même scientifiquement, on ne l'aborde pas. Je vais expliquer la création de l'univers, mais à partir d'un point dans le temps et dans l'espace, à partir du point même où le temps et l'espace ont commencé à exister. Plus tard, on pourra revenir sur ce qui était avant l'univers. Mais disons que je ne veux pas partir du début de l'infini parce que j'aurais fallu que je commence bien avant. Dans la manifestation, donc. Oui. Alors, on va partir avec un concept.
De toute façon, ça ne peut être qu'un concept pour celui qui n'a pas la certitude certaine. Et de toute manière, en employant des mots pour définir ce genre de choses, on ne peut que véhiculer un concept. C'est pour faire comprendre. Et j'ai amené ceci au cas. Parce qu'on peut faire comprendre des mécanismes de création de l'univers avec des bouts de papier. Vois-tu? Alors, si tu ne comprends pas, D'avance, j'ai pas compris. bon, mais j'ai expliqué quand même. La semaine dernière, on a abordé quelque chose d'original où l'on disait que ici, présentement, il y a des choses. Les choses existent. Il y a l'existentialité. D'où viennent ces choses? Dans l'antique religion, on va dire, elles viennent de rien. De rien, le monde a été conçu. C'est vrai. Mais pas nécessairement par un être déjà existentiel comme l'homme le conçoit. Au commencement, il n'y avait rien. Il n'y avait donc pas de concept de Dieu. Et soudain, il y eut quelque chose. On parle de la Terre. On parle de l'univers. Et on peut parler, dans un ésotérisme plus avancé, des super-univers. Du monde. Mais non pas du monde planétaire, de tout ce qui existe. Alors un jour, disons, c'est pas un jour, il ne fut pas un temps où il n'y avait rien, et il fut un temps où commença à être des choses, pour être précis. Parce que les choses ont commencé à exister lorsque le temps a commencé à exister. Parce qu'avant, les choses n'avaient pas le temps d'être. Alors on ne peut pas dire, il fut un temps où il n'y avait rien, parce que le temps non plus n'existait pas. Il n'y eut donc pas de temps où il n'y eut rien. Et ça, c'est existentiel dans l'inexistentiel, mais on va clarifier. Et soudain, le temps est apparu. Et là, l'existence a commencé, et ce que l'homme fait a commencé. On va essayer de concevoir quelque chose d'inconcevable. Mais par la parole, par l'imagination, par l'expérience antérieure et par la haute science d'aujourd'hui, qui est suffisamment communiquée par le biais de nos médias, on peut peut-être arriver à générer ce genre de conceptualisation de l'univers dans notre conscience limitée. L'homme, je dis conscience limitée, ce n'est pas insultant. L'homme, dans sa conscience qui contient une limite, a de la difficulté à percevoir l'infini. C'est normal parce que dans un cadre limité, comme est limité l'ego de l'homme, l'infini ne peut pas exister. On sait que dans une forme matérielle limitée, l'infini existe. Parce que on peut couper en deux quelque chose. Je coupe ce papier en deux, il me reste donc la moitié. Je coupe cette moitié en deux, il m'en reste encore un bout. Je coupe, et en théorie, mais aussi en pratique, on ne peut pas le mettre en pratique parce que nos instruments sont trop massifs, je vais couper sans jamais arriver à avoir un morceau que je ne pourrais pas couper. Il est bien évident que si j'ai un morceau dans les mains, que je le coupe, il m'en reste la moitié. Cette moitié, c'est un morceau. Je peux encore le couper, il m'en reste encore la moitié. Et il n'y aura jamais de temps où je ne pourrai plus couper. Dans la réalité. C'est sûr que à un moment donné, je t'ai rendu une molécule. On peut diviser la molécule. Ça donne des atomes. Mais on peut fissurer l'atome, on le sait. D'ailleurs, les Japonais l'ont su à leur dépens. Et cet atome fissuré, il reste encore quelque chose. On n'a pas créé de l'antimatière, ça n'a pas disparu. D'ailleurs, ça crée une énergie, ça libère une énergie qui, dans ce qu'il y a de petit dans notre expression matérielle, possède une énergie qui est à peu près aussi puissante qu'un soleil. Mais on peut encore séparer après. L'infini existe là-dedans, mais dans la conscience de l'homme, la limite, elle est en paramètres. Elle est périphérique à la conscience de l'homme, mais elle est aussi au centre. Comme l'univers a été créé. Ce qui fait que l'homme ne peut pas concevoir dans sa psychologie un infini extérieur, ni un infini par l'intérieur. Il peut le concevoir dans la matière, avec exemple. Puis encore là, c'est compliqué. J'ai déjà dit un jour à une personne qu'on pouvait compter le nombre de cheveux sur la tête de quelqu'un. Il m'a dit, ben non, ça se peut pas.
Oui, ça se peut. Ça va être long, mais ça se peut. Ben voyons donc, essaye, tu vas voir, c'est pas faisable. C'est limité, le nombre de cheveux. Donc, c'est comptable. On peut aussi compter le nombre de grains de sable dans le désert du Sahara. C'est limité. C'est comptable. Je vous suggère pas d'essayer, mais ça se compte. Alors, tu peux prendre une quantité de sable, tu peux y aller. On sait à peu près le nombre d'étoiles qu'on a dans la galaxie de la Voie lactée, la nôtre, dans celle d'Andromède. On n'est pas à une étoile près. Mais on est capable d'établir un chiffre qui dépasse la quantité de sable dans le Sahara, et on est capable d'établir un chiffre qui est légèrement inférieur. Il y a une limite. Mais on peut diviser un grain de sable, et le rediviser, le rediviser, le rediviser, il y a une infinité. L'infini existe déjà dans le plan de l'homme, mais l'homme ne peut pas nécessairement le concevoir dans sa conscience. On visualise. On visualise ceci. Il n'y a rien. On est dans l'espace, c'est-à-dire qu'on est dans le noir. Donc, il n'y a pas de lumière. Et l'homme n'existe pas. Il n'y a rien. Il y a quelque chose qui n'existe pas parce qu'il n'y a pas de temps d'exister. Et dans ce phénomène extrêmement inexistentiel, à un moment donné, disons, une pression s'exerce. Parce qu'il y a quelque chose, on va plus tard essayer de revenir sur ces choses, je vais essayer d'inventer un vocabulaire pour en parler, parce qu'en français, en anglais, en allemand, en japonais, en suisse, ça ne se dit pas. Il y a une distension qui se crée dans ce qui n'existe pas. Et cette, je pourrais dire énergie, mais ce n'est pas un mot adapté, parce que l'énergie existe de par le fait qu'elle vibre. Et la vibration est perceptible en distance et en temps. Le temps parcouru à la seconde, c'est la vibration. Et c'est l'énergie. Donc ce n'est pas une énergie. C'est quelque chose qui va se gonfler, qui va créer une absence. Lorsque, dans l'univers, et c'est ce qui s'est passé, les savants parlent du Big Bang. C'est ça, le Big Bang. Mais ils ne parlent pas d'avant le Big Bang. Ils ne comprennent plus avant le Big Bang. Ce qui arrive, c'est que cette chose tend à s'étirer. À l'intérieur, il n'y a rien. Mais non seulement il n'y a rien, mais la chose même qui pourrait être à l'intérieur s'étire pour être en périphérie. Ce qui va créer une espèce de phénomène de vide comme cela ne peut exister, même dans l'inexistentiel. Et ce phénomène de vide va créer une explosion créant l'existence. On pourrait dire scientifiquement que lorsque le vide, lorsque l'inexistant s'élimine d'un endroit, automatiquement l'existence est créée. C'est sûr qu'en astrophysique, on va dire que si tu as de l'antimatière et que tu réussis à faire un vide dans l'antimatière, tu crées automatiquement la matière. Et si les deux se touchent, les deux disparaissent. Mais on n'a pas expérimenté ce mécanisme. Ce sont des théories qu'Einstein a amenées. Mais Einstein était un gars plugué, mais qui a su s'ajuster, ce qui lui a permis de vivre un peu plus longtemps. Lorsque ce mécanisme se distend, au centre de ce mécanisme va naître quelque chose qui va tendre à aller chercher les parois, à remplir ce vide. Et ça, c'est la sphère de temps qui vient d'être créée, et au centre, ce que les savants appellent le Big Bang, donc de la matière, qui maintenant a le temps d'exister parce qu'elle n'est plus véhiculée, parce que ce n'est pas de l'antimatière, parce que ce qui n'existe pas véhicule normalement. Antimatière pourrait être presque approprié, mais c'est faux, parce que l'antimatière existe par comparaison dans le domaine spatio-temporel à la matière. Alors on peut dire qu'on a un univers d'antimatière, l'antimatière se distendant à un moment donné par un mécanisme que je pourrais expliquer plus tard, cela crée la matière, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Dans l'antique religion, on va essayer d'appeler ça Dieu. Puis après ça, on va mettre différents paliers de Dieu, et on va mettre Dieu à tous ces niveaux de paliers. Alors, c'est pour ça que le mot Dieu, disons, étant galvaudé un peu, je ne peux pas l'employer. Du centre de ce trou éclate l'univers. Cet univers éclate parce qu'il a
il n'a pas le choix d'éclater. Ce n'est pas une décision. Mais c'est écologique en ce sens qu'on doit du centre, et c'est pourquoi j'expliquais que les énergies viennent d'un centre et non pas d'une périphérie. Comment pénètrent-ils pour sortir dans notre univers? Ils pénètrent par la création même de l'univers, c'est-à-dire que c'est par le centre qu'ils vont être générés, parce que tout autour, on a une sphère parfaite qui tend à se distendre. Prenons un exemple, peut-être, d'exemple en exemple. On va finir par y arriver, ça va finir par être clair. Prenons une seringue. Vous savez c'est quoi une seringue? Ceux-là qui... Une grosse aiguille, là, un siphon. C'est une seringue. Si on bouche l'extrémité de la seringue et qu'on tire sur le manche, on crée le vide à l'intérieur. Donc, on distend les atomes d'air, ce qui crée une pression intérieure qui va faire une implosion, donc qui va aspirer la seringue si on lâche le manche. Mais si on prend une seringue qui mesure 1 000 de diamètre et qui fait 75 000 de long, qu'on ferme la seringue au complet, donc il n'y a plus d'air dedans. Et là, si on aurait un moteur suffisamment puissant et la matière suffisamment solide pour qu'elle ne soit pas déformée par le vide, si on est capable d'étirer cette seringue de 75 000 jusqu'au bout, on aurait un vide à l'intérieur qui n'a jamais été créé sur la planète Terre. Et dans ce vide intérieur, où il n'y a une molécule ou deux ou trois d'air qui ont été, disons, qui sont restés dans le manque d'étanchéité matérielle de notre seringue, on aurait une ou deux molécules d'air qui pourraient circuler librement dans 75 000 par 1 000. Elles ne circuleraient même plus. Il y aurait quelque chose qui naîtrait dans ce vide. On créerait ce que l'homme peut appeler l'antimatière. Dans ce vide. Parce que tout étant totalement... Il faut évidemment une matière qui n'ira pas s'écraser dedans. Si cela peut résister, et c'est ce qui s'est passé dans la création de l'univers, mais d'une façon, disons, différente, pour essayer de faire comprendre le principe, on aurait quelque chose à l'intérieur de ça qui n'aurait pas le choix de naître. On peut dire que l'atome va finir par éclater, oui, parce que l'atome va être étiré de tout partout. Ça va finir par éclater. Et dans cette seringue, on va avoir un univers énergétique, on va avoir quasiment un soleil. Mais c'est une énergie qu'on ne connaît pas, qui ressemble à ce que les astrophysiciens, les savants appellent l'antimatière. Lorsque cet univers se tend, lorsque l'inexistentiel périphérique se tend, à l'intérieur, à un moment donné, on n'a plus rien. Mais un rien que l'homme ne connaît pas, que l'homme ne peut même pas conscientiser. Ce qui crée l'éclatement, le bang. Et là, de partout dans l'univers, 360 degrés, multiplié par 360 degrés, donc sur tous les azimuts, on a de l'énergie qui s'en va. Et ça, c'est l'univers qui vient maintenant d'être créé. Quand le temps et la matière sont créés, l'univers apparaît, et tout ça n'éclate pas dans la réalité, mais est aspiré par les parois périphériques du monde, c'est-à-dire de l'univers qui contient les super-univers dans lesquels on est. Ces formes s'éloignent, et plus elles vont s'éloigner dans ce vide, plus elles vont perdre en vitesse. Parce que dans cette chose créée en matière, il y a le temps et l'espace qui est créé. Et l'amalgame des deux crée la matière. Dans la périphérie même de cette extension, on va avoir des galaxies, on va avoir des planètes et des soleils. On sait que la planète Terre et son soleil sont dans la périphérie parfaite de la galaxie de la Voie lactée. Et qu'on se dirige vers le centre de la Voie lactée. Ça, on le sait. Et d'ailleurs, tous les mécanismes évolutifs se trouvent toujours en périphérie, c'est-à-dire là où le temps est le plus réduit. Parce qu'au centre, le temps n'est pas le même que celui que nous vivons sur le plan planétaire. Et évidemment, au centre de la galaxie, le temps n'est plus le même non plus dans le plan divin, bouddhique, supramental, galactique. Après ça, on a les plans. Lorsque l'énergie, lorsque ce qui est créé dans ce contexte, qui maintenant contient le temps et l'espace, apparaît, il est automatiquement envoyé, diffusé au fin fond de cette sphère. Pourquoi? Pour remplir la sphère. Pour créer, pour éliminer le vide attractif de cette sphère. Éliminant le vide, l'involution, l'expansion de l'univers cesse. Toutes les énergies ne sont plus exprimées vers la périphérie. C'est plein. Ces énergies-là auront comme fonction par la suite de récupérer, de revenir vers cette source première, en ramenant avec elle la périphérie de l'espace-temps pour que cet univers disparaisse. Et c'est l'un des travaux de l'homme, celui de venir, l'homme est une énergie hautement
de ce qu'il y a de plus haut dans l'univers. D'ailleurs, ça avec, c'est de l'énergie divine, mais qui est exprimée dans un contexte très, très, très limité au niveau de l'espace-temps. Donc, ça se met à vibrer et ça ralentit pour créer ceci. Lorsque l'énergie se fait matière par des principes qu'on a déjà vus, que je résume très brièvement, la matière peut recevoir la même énergie qui n'a plus besoin de devenir matière. Donc, cela devient un plan vital. La même énergie perçue par le plan vital crée le plan psychologique, l'homme ancien. La même énergie perçue par le plan vital crée l'homme moderne. Et la même énergie perçue par le plan mental crée l'homme nouveau. La même énergie perçue par le plan mental, par le plan supramental de l'homme nouveau va créer l'homme bouddhique. Les phases par lesquelles ne n'est rien passé et d'autres sont passées, jusqu'à temps qu'on ait un homme divin, c'est-à-dire un être qui connaît totalement la matière, qui peut avoir un corps de lumière, qui n'a plus besoin de se reproduire parce qu'il ne meurt plus, donc il n'a pas besoin d'assurer sa réincarnation dans les souches successives de la génétique, et le fait même que l'homme soit la seule énergie qui a su évoluer sur la matière. Lorsque Dieu vient sauver l'homme, c'est l'énergie supramentale de premier abord, l'énergie christique. Celui qui ne passe pas par le Christ n'arrivera pas au Père. Celui qui ne passe pas par l'énergie supramentale n'arrivera pas aux autres énergies, cela va de soi. Cette énergie ne vient pas sauver l'homme. Cette énergie, elle est exprimée, elle est de même nature que l'homme. Mais c'est évoluant dans cette sphère spatio-temporelle, elle perd en vibration, donc elle devient de plus en plus vibratoire, lente, elle devient lumière, elle devient, disons, mentale, à psychologie, vitale, lumière, chaleur, jusqu'à ce que ce soit une vibration sonore, jusqu'à ce que ce soit la matière. On va vite, on a beaucoup d'autres jours pour reprendre ce thème. Si je prends un morceau de métal, je prends ce morceau de métal, je le fixe après un instrument qui est capable d'émettre une vibration dans le métal. Le métal va se mettre à vibrer. Un oscillateur, par exemple, on en a en électronique, ce qui va sonner sur les cloches, et dans l'informatique, d'ailleurs, on a aussi un oscillateur électronique qui émet justement un signal. Donc, c'est comme je frappe. Je frappe, j'émets une vibration, et si tu touches la paire de ciseaux qui est en métal, tu vas sentir la vibration. Même chose, lorsque un camion diesel passe chez vous, que votre vitre de salon se met à vibrer, c'est que la vibration même de ce moteur, qui a été transmis par l'air ou par le sol, fait vibrer la vitre. La vitre va en vibrant, comme le diaphragme, disons, d'un haut-parleur, va émettre un son aussi. Je fais vibrer et je perçois par un sens qui est le toucher. Le sens du toucher perçoit une vibration jusqu'à approximativement à 1 500 000 vibrations à la seconde. C'est relativement sensible. À un moment donné, le sens du toucher perçoit en bas d'1 500 000. Si je perçois la vibration, ça va. Mais soudainement, je ne perçois plus tellement, mais je perçois encore. La vibration dans le métal, qui était une vibration ondulatoire, commence à résonner. Commence à sentir un son, comme sur un diapason. Commence à sentir une chanson, un son vibratoire. Ça commence très bas. Et là, on a deux sens qui perçoivent, le toucher et l'oreille qui perçoit la vibration dans ces molécules de fer. On crée des énergies. J'entends de très bas aller à très haut, jusqu'à 1 500 000 secondes, où je n'entends plus. On rentre dans une forme d'onde tellement petite, c'est une onde sonore, mais que l'oreille ne perçoit plus et la main non plus. Est-ce que c'est des ultrasons, ça? Non, ça se rapproche. D'ailleurs, ça dépend encore de où on va s'arrêter, mais ça peut faire partie des ultrasons, des ultrasons et des micro-ondes. J'augmente encore la fréquence dans mon métal et soudain, je commence à percevoir de la chaleur sur le métal. Et c'est cette formule que l'on va employer pour les fours micro-ondes. Ce sont des ondes sonores qui vibrent à une vitesse tellement haute que ça réchauffe la matière. Ça vibre, je commence à chauffer. Mais je n'entends plus rien. Par contre, je peux maintenant percevoir par un autre sens encore le toucher. Ça vibre tellement que ça commence à créer une autre forme. Ça commence à créer de la lumière. Ça commence à chauffer et ça devient rouge. L'infrarouge, le rouge. L'orangé, ça continue à chauffer, ça continue à vibrer jusqu'à temps qu'on arrive au bleu,
au violet, à l'ultraviolet, je commence à perdre l'image même de ce réchauffement, et je passe dans un autre, je viens de passer le champ de la lumière. Ça continue à vibrer, je continue à augmenter le cycle, en haut de 3 millions de cycles à la seconde, c'est extrêmement rapide, et je crée quelque chose d'autre. Je monte jusqu'à quelques milliards de cycles à la seconde, et je crée la vie. Je crée l'animation moléculaire à l'intérieur, la forme peut commencer à se travailler. Si la chaleur et si le métal ne résiste pas suffisamment à la chaleur, évidemment, il peut se travailler avant. On sait que le feu est proche de l'énergie vitale. D'ailleurs, c'est pourquoi on brûlait les sorcières. À l'époque, on voulait les faire paraître, on les brûlait vivantes, comme ça, l'énergie vitale et l'énergie psychologique étaient brûlées par le feu, alors elles ne revenaient pas en fantôme hanté. C'est ça qu'on les brûlait vives. Bon. Je poursuis cette augmentation de vibration, je crée donc la vie, l'énergie vitale. Je poursuis dans des trilliards de cycles, et je vais créer aussi une mémoire, dans laquelle va être enregistré ce qui se passe. On arrive à la psychologie. Plus je vais monter en vibration, plus je vais aller chercher des choses qui vont me permettre de créer ce que l'homme est. Et l'homme est le seul véhicule, le seul être, la seule forme d'expression énergétique qui a su conserver la matière, conserver l'énergie vitale, conserver l'énergie psychologique ou astrale, conserver l'énergie mentale, c'est-à-dire qui a su faire l'alliage de toutes ces vibrations sans que le corps devienne vital ou lumière, que l'énergie vitale devienne psychologie, créer un fantôme, que l'énergie psychologique devienne une énergie mentale. L'homme est la seule forme d'expression où tous les paramètres d'expression d'énergie dans leur évolution peuvent se regrouper. Ce qui fait de l'homme le seul véhicule réel d'évolution dans tout notre univers. L'énergie qui évolue, l'énergie divine qui évolue, qui s'en va vers la matière, touchant l'homme, est capable de rester dans le niveau où elle a touché l'homme, sans avoir à expérimenter les autres parties de cet univers d'espace-temps. Lorsque l'énergie intelligente manque un homme et frappe un cochon, elle devient ce cochon. Lorsque l'énergie intelligente frappe un homme, selon l'ego, elle peut devenir une partie de l'ego. Donc, elle va être capable de dynamiser l'ego pour que l'ego devienne un chef puissant militaire, pour que l'ego devienne un puissant voleur, pour que l'ego devienne un puissant homme d'affaires, donc c'est plus haut que le voleur, devienne un maître de la paix. Si cette énergie frappe quelqu'un qui a déjà une vibration plus haute, il va être capable d'instruire d'une façon plus haute encore. Alors là, ça devient un dirigeant qui est capable de manipuler pour avoir un résultat qui va être écologique. Un peu comme lorsque Pearl Harbor a été bombardé. On a intentionnellement retardé un message envoyé par les Japonais qui avertissait les Américains d'une attaque pour que la flotte se fasse couler. Et ça, c'est un travail américain de faire en sorte que Pearl Harbor se fasse défendre. Que toute la flotte coule. Parce que le peuple américain étant un peuple pacifique, il ne voulait pas entrer en guerre, et la seule façon de forcer le peuple à accepter politiquement la guerre était que les Japonais fassent une catastrophe aux États-Unis. Alors, évidemment, c'était souhaitable. On a laissé, simplement, penses-tu, quand on voit les avions japonais en haut et qu'on pense que c'est les nôtres, et on se met tout à fêter, à jouer de la trompette, et à un moment donné, ben là, ils lancent les bombes, puis commencent à couler les torpilleurs américains, les porte-avions, les cuirassés. Ils descendent quasiment à 90% des avions au sol. C'est parce qu'on n'a pas voulu rien faire. Même les radars, ferme-toi, laisse faire. On a obligé. Alors, on a donc un gouverneur à un moment donné qui a la faculté, en captant cette énergie, de la laisser à un niveau suffisamment haut pour avoir une conscience, disons, si ce n'est pas locale, au moins nationale, sinon planétaire, de ce qui doit être fait pour que la leçon, pour que la phase initiatique de la guerre se termine à un moment donné. Fallait que les États-Unis d'Amérique entrent en guerre. Et le peuple ne voulait pas parce que le peuple était au niveau spirituel où la paix, peace and love, ça l'a commenté, d'ailleurs Churchill a parti différentes choses au niveau de cette victoire, qui a été transformée en paix et amour après. Si l'énergie est bloquée plus haut, on a quelque chose d'autre. Et plus cela va aller, on aborde le phénomène de l'homme nouveau, où il est capable d'avoir une conscience nouvelle, conscience planétaire. Mais en deçà de la gamme de rayonnement infrarouge, là, puis au-delà de l'ultraviolet, est-ce qu'on peut situer là des plans parallèles? Est-ce qu'il y a d'autres mondes en dehors de ça? Bon. En-delà de l'infrarouge, on a surtout le plan de la chaleur. Donc, en-delà de la lumière. Dans ce plan, matériellement, on n'a presque rien que l'homme ne connaît pas.
sont des plans parallèles, mais que l'homme connaît. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'une énergie d'un type particulier s'unit à une autre énergie supérieure et inférieure, ce qui se passe chez l'homme, elle n'a pas tout à fait la même qualité chimique ou électrique de la même énergie qui est libre. L'énergie vitale de l'homme n'a pas la même qualité électrique que l'énergie solarienne ou telluriquienne qui circule, même si l'homme en est constitué. Je prends un exemple encore pour expliquer. Si je prends un atome d'hydrogène, bon, alors l'hydrogène, croyez-moi sur parole ou vérifiez dans un tableau périodique, c'est constitué d'un noyau qui contient un proton et un neutron. Disons, je simplifie, et autour tourne un électron. Ça, c'est de l'hydrogène. Je prends un autre atome d'hydrogène, donc j'ai ici un noyau, on va éliminer le neutron. J'ai un proton et un électron, c'est de l'hydrogène. Ici, j'ai un proton et un électron, c'est de l'hydrogène. Je prends ces deux protons, je les colle ensemble. Il y a des neutrons, mais oublions-les. Je les colle ensemble, et ces deux électrons tournent maintenant autour de ce même noyau. Les deux étaient identiques, je les accole, et maintenant j'ai deux électrons qui tournent au-dessus, autour d'un noyau qui a deux protons. Je n'ai plus de l'hydrogène, j'ai de l'hélium. Le premier, je mets le feu dedans, au contact avec l'oxygène, ça saute. Lorsqu'on emplissait les dirigeables à l'hydrogène, on a eu le Zeppelin, puis on en a eu plusieurs qui ont brûlé, qui ont sauté. Je prends ces deux, je les colle ensemble, et j'arrive donc à fusionner le noyau et les électrons tournent autour, je crée de l'hélium, qui est plus léger que l'hydrogène, mais qui est un gaz inerte, qui ne brûle pas, qui ne réagit avec rien. Mais j'ai pris quoi? J'ai pris le même constituant de la matière. Si je prenons par exemple un exemple encore plus alchimique. Je prends du mercure. Le mercure contient 80 protons dans le noyau. Mais c'est les mêmes protons que notre hydrogène. Et autour duquel gravitent 80 électrons, 80 planètes. Ce sont les mêmes électrons que dans mon hydrogène. Mais ça, c'est du mercure. Ça a une densité très particulière. C'est le seul liquide qui ne mouille pas. Tu mets ton doigt dans le mercure, tu le sors, il n'est pas mouillé. Et si je suis capable, dans mon noyau de mercure, doter un proton, doter un électron, je crée un atome d'hydrogène, il me reste une molécule, un atome qui contient 79 protons, 79 électrons. C'est de l'or. Les alchimistes ont toujours voulu faire de l'or à partir du mercure, beaucoup plus qu'à partir du plomb. Les alchimistes, ceux qui voulaient avoir de l'or, ont parti que le plomb, c'était moins cher que le mercure. On peut aujourd'hui prendre du mercure et en faire de l'or, scientifiquement. Sauf que l'or revient plus cher que l'or d'exploitation. Alors évidemment, on n'est pas fou, on ne le fait pas. On arrive à faire des choses aujourd'hui. Mais, qu'est-ce qui est intéressant dans ce mécanisme scientifique? C'est que le même électron, on n'a pas 50 sortes d'électrons. On a approximativement 80 à 120 matières connues sur la Terre. Du fer, du cuivre, de l'aluminium, du zinc, de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote, etc. On a, disons, 120 éléments connus. Mais ces 120 éléments, qu'est-ce qu'ils ont de différent? À chacun, un électron, un proton été rajouté. Hydrogène, un électron, un proton. Hélium, un électron, un proton. Lithium, on rajoute un électron, un proton. On est rendu à 3, 3, 2, 2, 1, 1. Même chose, lithium, hélium, hydrogène. On rajoute un proton, on rajoute un électron, on a une autre matière. Vous savez, vous prenez l'hydrogène, on en a besoin pour le respirer. L'hydrogène pur comme tel est toxique. Mais on en respire un peu, ça ne dérange pas, il ne presque pas. Allié à l'oxygène, c'est bon pour notre corps, c'est de l'eau. Si je prends du sodium, qui est un amalgame du même proton et du même électron, mais dans une quantité différente, le sodium est un poison violent pour le corps. Le chlore, même proton, même électron, quantité différente, poison toxique pour le corps. Je prends ces deux atomes, je les colle ensemble, je fais du NaCl, le sel de table, hautement nécessaire pour le corps. Et à l'intérieur du corps, il va être dissocié et plus toxique. La matière, tout ce qu'on a comme matière, c'est constitué du même électron, du même proton, du même neutron,
permet l'équilibre à l'intérieur du noyau. Mais lorsque l'on rajoute un proton et un électron, on a une autre chose. Ce qui fait que tu es constitué de la même chose que ça, mais dans des proportions atomiques différentes. Ce qui crée la matière différente. Et lorsque la vibration de cette matière est capable d'être suffisamment énergisée, le carbone s'énergise vitalement facilement. Et donc, presque tout ce qui va être animé va avoir du carbone. On appelle ça la matière organique. Ça peut être organisé en vital, en forme vitale, en vie. Ce qui fait que si tu as une énergie vitale corporelle, elle n'est pas nécessairement, elle est de même ordre vibratoire, mais elle n'a pas nécessairement la même qualité chimique ou électrique que l'énergie vitale d'une plante, ou que l'énergie vitale extérieure à toi qui circule et qu'on respire et qu'on mange régulièrement. L'énergie, tout ce qu'elle a à faire au niveau matériel, c'est d'être capable de devenir suffisamment amoureuse l'un de l'autre, d'avoir une attraction suffisamment puissante pour que certaines formes moléculaires se transforment dans d'autres choses. La digestion chez l'homme, c'est une coloration réellement involuée de ce que l'homme va arriver à faire un jour où il n'aura plus besoin de manger, où il pourra lui-même constituer les éléments qu'il a besoin, à partir des éléments qu'il a. Il est des atomes, il est donc des électrons, des protons et des neutrons. Lorsque l'homme monte en énergie, lorsque cela évolue, ces électrons, ces protons et ces neutrons, donc ces atomes, sont vibratoirement dissociés, discontinués, pour créer l'énergie vitale, pour créer, lorsque cela est encore plus vibratoirement dissocié, l'énergie de la psychologie. Les mondes parallèles que l'on va retrouver en haut de la lumière, entre la chaleur et la lumière, entre la chaleur qui devient lumière, on n'a pas comme tel de monde parallèle. Inconnu, totalement inconnu de l'homme. Lorsque, au-delà de la lumière, la vibration se poursuit, là, on va commencer à constituer des mondes qui sont dans le domaine matériel de l'homme, donc régis par l'espace-temps de la planète Terre, mais qui ne sont pas perceptibles par le sens de l'homme. Mais quand la religion, est-ce que la religion n'a pas énoncé une vérité scientifique lorsqu'elle a simplement apporté les concepts de l'enfer et du ciel dans la zone infrarouge et dans la zone ultraviolet? Est-ce que c'est pas un peu ça scientifiquement qui est prouvé en existence? Oui, on pourrait effectivement, disons, aborder... Vibratoirement, ce sont des phénomènes de conscience. Dans l'astral, dans la psychologie, lorsque la personne passe dans le monde des morts, cette psychologie, elle est vibratoire sur plusieurs niveaux. Et lorsqu'elle a une vibration similaire à la matière, elle ne crée pas nécessairement d'infrarouge, mais par comparaison à la lumière, c'est similaire. Lorsque la lumière est suffisamment évoluée, elle est ultraviolette. Lorsque la lumière est suffisamment involuée, elle est infrarouge, presque chaleur. Et évidemment, elle est presque matérielle. Alors, lorsque la religion parle justement de ce feu infernal ad vitam aeternam, il parle d'une baisse d'énergie du plan de l'âme, donc du plan de l'ego, une baisse d'énergie qui va donc finir par rallier les plans vibratoires, non pas tout à fait de l'infrarouge, mais similaire. Et ça ressemble, pour ce plan, c'est le plan le plus bas de l'énergie astrale, comme va être le plan le plus bas de la lumière, l'infrarouge. Alors, effectivement, c'est l'enfer. L'ultraviolet, le ciel bleu, mais disons le ciel ultraviolet, d'un violet presque translucide, ça va être la représentation de notre lumière ultraviolette, qui va être aussi le point le plus ultime, le plus évolué de la lumière, comme dans la dernière phase purgatorielle pour l'ego, dans cette dissociation terrestre, dans le monde des morts. Il découvrira avec cette phase paradisiaque avant qu'il découvre quelque chose de supérieur où l'esprit se reconnaît lui-même. Donc, ça voudrait dire en quelque sorte que l'homme aurait soit une conscience infernale ou une conscience céleste par rapport à sa capacité ou sa faculté d'intégrer ces pulsations d'énergie rayonnantes là, Oui. dans différents taux vibratoires. Est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire ça, et plusieurs autres facteurs viennent aussi interférer au niveau de ça. Tu parlais tout à l'heure d'enlever des électrons, d'en rajouter, etc. Au niveau du passage de l'homme ancien à l'homme nouveau, ce serait quoi dans cet exemple-là, par analogie, qu'il faudrait retirer? Est-ce que l'électron qu'il faut enlever, c'est l'ego ou quoi, pour passer au stade supramental? C'est quoi cet électron? Moléculairement, atomiquement, on ne retire rien aux molécules. Disons, on parle de molécules maintenant. Dans l'énergie vitale, et dans l'énergie psychologique astrale, dans l'énergie mentale, ce ne sont plus des atomes.
Mais c'est une forme, disons, qui est subatomique. Si on prend le schéma des atomes pour parler du plan mental, du plan astral, donc de la psychologie de l'émotion, des désirs, tout ça, des mémoires, et du plan vital, la vie, on n'ôte pas, on doit rajouter. C'est-à-dire qu'on doit prendre deux molécules similaires. Par exemple, on prend deux hydrogènes, on doit en faire de l'hélium. On prend deux molécules d'oxygène, on les soude ensemble pour fabriquer une autre molécule. Alors, on ne doit pas... La mémoire, ce qu'elle fait, et c'est pourquoi l'astral a toujours été bon, on y va par analogie, la mémoire, elle accumule de l'information, donc elle gonfle l'ego. L'âme se trouve gonflée par l'expérience, par le contact avec ci, avec cela. Lorsque ces mémoires, ces informations sont fusionnées, c'est une fusion, parce qu'on a eu la fission, où ce qu'on divisait, et l'homme a toujours été fusionné, disons, en termes d'involution. Il doit fusionner atomiquement, comme sous les autres plans. On parle d'analogie. Et lorsque ces phénomènes sont fusionnés, on crée quelque chose qui est hautement supérieur à ce qu'il y avait avant, de par sa formation et de par sa possibilité de vibration. Alors, ce qui doit arriver, c'est que l'énergie qui descend, elle a une force, elle a une vibration supérieure, et lorsqu'elle descend, elle va s'équilibrer avec ce qu'il y a chez l'homme. Donc ça dépend de sa conscience réflexive. Exactement. C'est ça. S'équilibrant avec ce qu'il y a chez l'homme, il va faire monter d'un degré aussi haut que lui aura à descendre pour qu'il y ait un équilibre entre l'homme et l'énergie qui descend. Plus l'homme a une consonance vibratoire basse, ce que snobement dans l'homme ancien va dire, plus l'homme est involué, vibratoirement il est plus bas. Alors automatiquement, pour le monter, l'énergie doit descendre plus bas. L'homme évolue, mais il n'arrive pas à un niveau peut-être suffisamment puissant pour ne pas digérer et intégrer cette énergie pour revenir à son état initial. Lorsque la conscience de l'homme est suffisamment vibratoire, suffisamment énergisée, et ça, les hautes sphères spirituelles de l'astral planétaire permettent cette élévation, où l'homme vise la paix, l'homme veut voir Dieu, l'homme veut évoluer, l'homme veut s'améliorer, tandis qu'on a une phase psychologique où l'homme veut détruire, l'homme veut posséder, l'homme veut se sécuriser. C'est une sécurité spirituelle, mais elle est d'un ordre vibratoire drôlement plus haut. Alors, lorsque l'homme arrive là, l'énergie qu'il traverse pourra monter l'homme et restera plus haute que celui qui devra être équilibré plus bas. Alors, l'homme a un contact avec Dieu, l'homme a un contact avec lui-même, l'homme a un contact peut-être avec une intelligence qui va lui dire, ce n'est pas Dieu, c'est toi. L'homme intègre cette énergie. Et dépendant donc du niveau de conscience de départ de la personne, dépendant de son taux vibratoire physique, et ça, on va revenir dans une conférence sur la guérison ésotérique avec le décodage, justement, des maladies physiques par rapport à ton degré d'énergie. Dépendant donc de ton plan physique, de ton plan vital, de ton plan psychologique, de ton plan mental, l'énergie de l'intelligence qui vient descendre chez toi, qui va être réfléchie par ta conscience, aura une connotation particulière. La matière, excuse-moi si je prends tes informations. La matière, ce papier n'a pas de couleur. Il reflète la lumière jaune. Reflétant la lumière jaune, il devient jaune. Mais si je prends un autre papier qui a une autre conscience vibratoire différente, la même lumière est reflétée d'une couleur différente. Je ne peux connaître cette couleur que si la matière la réfléchit. Et cette couleur, elle n'est pas lumière, elle est matérielle. La lumière, elle n'a pas de couleur. Lorsque l'homme reçoit une énergie supramentale, une énergie intelligente, selon sa conscience, se trouvera réfléchi dessus ce qui sera exprimé par l'homme. Alors, plus l'homme a une vibration haute, plus ce qui sera réfléchi sera haut, donc on aura une couleur plus ultraviolette que infrarouge, donc infernale. Donc, dans la deuxième partie, il faudrait voir un peu en détail les mécanismes qui permettent à la conscience, justement, de réfléchir des degrés plus ou moins élevés d'énergie. Oui. Qu'est-ce qui l'en empêche, peut-être? Alors, si ça te plaît, on peut aussi poursuivre un peu la conférence, justement, dans la deuxième partie, avant de passer à la période de questions. Je crains que ça soit aride comme sujet ce soir. Oui, mais il faut, à un moment donné, ouvrir le terrain, le chemin. On va poursuivre, donc, la semaine prochaine, avec la conférence Les Maîtres du Monde, je crois. Non, c'est Monde Nouveau, exactement. On va poursuivre la semaine prochaine dans ce sujet, mais à un moment donné, on brise. C'est pas tout compris, mais on va comprendre. Et c'est conceptuel, ben c'est ça, la science a toujours avancé à partir de théories. Prenons cela comme une théorie, mais ça explique des choses qui
on va continuer justement à élaborer. Et à un moment donné, ça va finir par être clair. Bon, alors ce soir, c'est une base. Là, tu ouvres un thème, un concept. On remet. Bon. Alors, à un moment donné, Alors pour ceux qui trouvent faut mettre. cette matière-là aride, ben, je vous rappelle qu'il y a des cassettes qui sont faites, qui sont enregistrées, donc, et que vous pouvez avoir gratuitement la première partie de cet entretien, là, à l'achat du billet pour la prochaine conférence de Daniel. Il y a également le prochain séminaire sur l'homme